sommes le mercredi 8 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité de ce 22 heures. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a effectué une visite de terrain dans les différentes structures sanitaires de la capitale. Également dans l'actualité de ce 22 heures au Gaza, l'aide humanitaire compromise par l'insécurité, c'est ce que déplore l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Passons au développement de ce journal à présent, où dans le cadre du suivi et évaluation des chantiers en construction dans les différents hôpitaux du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile a effectué une visite de terrain dans les différentes structures sanitaires de la capitale. L'objectif de cette descente sur le terrain du ministre de la Santé était de se rendre compte de l'état d'avancement des chantiers inscrits dans le cadre de la réorganisation du département de la santé et la mise en place du centre hospitalier universitaire du Djibouti impulsé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de la Santé était accompagné de son secrétaire général du ministère, du conseiller principal du ministre, de la directrice de l'OGPP, Mme Naïma Moussa Ali, et le directeur général du CHU, Dr Omar Mahmoud Ismail, et plusieurs cadres du département de la Santé. Ainsi, la délégation conduite par le ministre de la Santé a visité le bâtiment de 3 étages en chantier des urgences de l'hôpital général Pelletier et les urgences de l'hôpital du Belbala d'Ichero. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a visité le chantier du futur hôpital de la santé mère et enfant, situé à l'emplacement de l'ancien hôpital Bouffard. Durant cette tournée de travail, le ministre a tenu plusieurs réunions avec les sociétés d'exécution et le bureau de contrôle et de suivi afin d'examiner l'état de leur avancement et de discuter des voies et moyens permettant de rendre compte au ministère et de la situation des opérations qui vont donc se terminer dans le plus bref délai selon les sociétés en charge de l'exécution des constructions. Ces visites se sont également poursuivies dans tous les projets, qu'ils soient en retard ou dont les travaux progressent selon les détails contractuels afin d'examiner donc les problèmes soulevés et de diagnostiquer l'état technique des travaux. Je vous emmène à présent à Arta, où une deuxième réunion du comité technique du mémorial de la paix d'Arta s'est tenue, présidée donc par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, en présence de plusieurs personnalités clés, notamment le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional et les députés de la région. Une séance qui a débuté avec un mot de bienvenue des autorités régionales, suivi d'un discours de la ministre qui a exprimé sa gratitude envers les membres du comité et les autorités présente. La ministre Dr Hibo Moumina Assoui a salué leur engagement continu dans la concrétisation de ce projet symbolique. Ce programme comprenait 2 moments forts, une visite du site du mémorial actuellement en phase de finalisation, permettant aux membres du comité de constater l'état d'avancement des travaux, et une séance de travail consacrée donc à la répartition des différentes tâches nécessaires quant à l'achèvement du projet. Une réunion qui s'est clôturée donc dans une ambiance conviviale marquée avec la traditionnelle photo des familles rassemblant tous les participants, témoignant de leur engagement commun en faveur de la paix et de la mémoire collective. À Tajoura, où le laboratoire d'analyse, le LANA, en tournée d'audit et d'inspection des usines de production d'eau minérale, des entrepôts et boutiques dans les 5 régions de l'intérieur, un programme suivi et surveillance régulier de la qualité des denrées alimentaires consommées par les populations des régions. Après le sud, cette brigade mobile du laboratoire LANA s'est déplacée à Tajoura, la ville blanche, où ils ont été accueillis par le préfet de la région, M. Mohamed Hamad Abbas, qui lui a réservé donc un accueil chaleureux à son bureau. Le préfet donc a exprimé envers les inspecteurs une profonde gratitude pour leur collaboration et leur engagement envers la santé publique.
Il a souligné l'importance de cette mission de contrôle en vue d'évaluer donc la conformité des denrées alimentaires et a salué leur expertise dans ce domaine crucial. Après cette réunion avec le préfet, cette équipe de la brigade mobile du laboratoire LANA, en collaboration avec des éléments de la gendarmerie, ont pu contrôler les différents points de vente des denrées alimentaires, à savoir les grands entrepôts, les boutiques, les détaillants des produits alimentaires. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage, la conservation et à la date de péremption ont été constatées par ces contrôleurs sanitaires du laboratoire. Parmi les observations notables, il a été donc retrouvé de la viande de poulet stockée à une température inappropriée, ce qui constitue une infraction en matière de santé publique. Tous ces produits ont été saisis et détruits conformément à la réglementation en vigueur. C'est ce qu'a indiqué le chef de la mission de cette brigade mobile du laboratoire. Voici ses propos. La brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la région de Tadjoura. Cette mission s'inscrit dans notre programme de qualité de suivi des denrées alimentaires produites et vendues sur le marché national. Nous avons pu inspecter différents points de vente de produits alimentaires, le stockage de surgelés, qui est le poulet. Les poulets étaient mal conservés. On a constaté une rupture de chaîne froid. Nous avons saisi tous les produits. On a procédé à la destruction, y compris l'unité de production d'eau minérale, à savoir eau taille scellée. Concernant la production d'eau embouteillée, nous avons observé plusieurs points importants, tels que la qualité de l'eau de source en vérifiant l'origine et de la pureté de l'eau utilisée, l'hygiène et sécurité, évaluation des conditions d'hygiène durant les processus de production. Nous tenons à remercier les préfets de la région de Tadjoura et les éléments de la gendarmerie de la brigade de Tadjoura pour leur collaboration. Je souhaite tout particulièrement remercier notre directeur général, Hassan Kamil Ali, pour son leadership exceptionnel et son engagement envers notre mission pour garantir la sécurité des consommateurs. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette opération de recherche et de sauvetage en mer, où dans la journée de ce dimanche 5 janvier, la garde-côte djiboutienne est intervenue dans une opération de sauvetage en mer au profit des pêcheurs somaliens qui ont dérivé pendant plusieurs jours en pleine mer. Ces 3 pêcheurs à bord d'une embarcation de pêche de type Volvo avaient quitté le port de Berbera début du mois de décembre 2024. Ils ont été alors victimes d'une panne du moteur qu'ils n'ont pas pu réparer avec les moyens à leur disposition à bord. Après avoir dérivé pendant plus de 29 jours, les équipes du département des recherches et sauvetage de la garde-côte djiboutienne est alors intervenues pour porter assistance et secours à ces pêcheurs, ainsi que 2 grands patrouilleurs qui ont été dépêchés en haute mer pour récupérer les 3 rescapés et remorquer également leur embarcation de pêche. Cette mission s'est déroulée dans des conditions optimales et les pêcheurs ainsi que leur embarcation de pêche ont été conduits sains et saufs jusqu'au port de pêche. Ces 3 pêcheurs ont été ensuite évacués avec une ambulance de la garde-côte djiboutienne conduits au centre médical de cette institution afin de bénéficier des soins médicaux nécessaires après les épreuves qu'ils ont traversées en pleine mer. Eh bien, notre équipe de reporters ont pu recueillir une interview d'un de ces pêcheurs. Il a indiqué qu'une panne, ils ont quitté le port de Berbera le 6 décembre dernier. Une fois à bord, ils ont fait face à une grande panne de moteur, notamment au niveau des batteries. Ce dernier a indiqué qu'après cette lourde panne, nous avons été abandonnés à notre sort et avons dérivé en mer pendant 29 jours, notre bateau naviguant au gré des vents. Après ce long périple de 29 jours, le vent nous a ramenés sur les eaux territoriales de Djibouti où les gardes-côtes djiboutiennes nous ont porté secours et assistance. La garde-côte djiboutienne nous a véritablement, a-t-il précisé, accueillis à bras ouverts et nous a apporté l'aide nécessaire. Grâce à ces efforts, et Dieu merci, a-t-il précisé, nous sommes arrivés à bon port à Djibouti.
Dans ce sens, nous remercions le haut commandement de la garde-côte djiboutienne de nous avoir sauvés et nous espérons retourner en mer très prochainement. Et notre grand format de ce 22 heures, il y a donc des lieux où la nature se déploie avec une telle splendeur que l'on devient presque irréel. Et Djibouti incarne donc cette essence où terre et mer se confondent. Les détails avec Saïd Hallatou. Il est des lieux où la nature se déploie avec une telle splendeur qu'elle en devient presque irréelle. Et Djibouti incarne cette essence où terre et mer se confondent. Mais au-delà des rivages dorés et des eaux d'azur, c'est la présence d'un colosse des mers qui confère à cette région une aura presque légendaire, les requins-baleines. Chaque année, aux prémices de l'hiver, lorsque les brises marines apportent avec elles une promesse de renouveau, les eaux chaudes et cristallines deviennent le sanctuaire de ces géants placides. Ils viennent attirés par l'abondance de plancton, flotter dans les profondeurs azurées et créant un spectacle que même les plus habiles peinent à décrire. Les requins-baleines, ces colosses des océans, impressionnent non seulement par leur taille, atteignant les 12 mètres de long, mais aussi par la sérénité qui émane de leur présence. Ils ouvrent leur grande bouche, non pour dévorer, mais pour filtrer l'eau, se nourrissant humblement de plancton, illustrant ainsi la grande leçon de la nature. Même les plus grands parmi nous peuvent vivre en harmonie avec les plus petits. Pour les âmes aventureuses, nager aux côtés de ces géants est une expérience qui relève du sublime. Les voyageurs équipés d'un masque et de tuba sont amenés par les guides locaux, eux-mêmes gardiens respectueux de ce fragile écosystème. Les guides djiboutiens connaissent le mystère des mers et veillent à ce que l'homme moderne, dans son insatiable quête de découverte, ne perturbe pas cet équilibre délicat de cet univers sous-marin. Rencontrer un requin-baleine, c'est plus qu'une simple aventure. C'est une communion avec l'un des plus grands mystères de la mer. Certains touristes décrivent cette expérience comme toucher l'éternité du bout des doigts. Le requin-baleine, par sa simple présence, nous rappelle la grandeur et la fragilité de la vie. Ainsi, Djibouti, avec ses plages immaculées et ses eaux féeriques, devient le théâtre d'une odyssée où l'homme et la nature se retrouvent dans un moment d'éternité. Nager avec les requins-baleines n'est pas seulement une attraction touristique, c'est une célébration de la vie, une ode à la nature dans toute sa splendeur et sa complexité. En ce monde où tout semble éphémère, il y a des instants gravés dans l'âme. La rencontre avec les requins-baleines de Djibouti en est un. Rappelons à chacun de nous la beauté infinie de notre planète et l'importance de la préserver. Mais pour que cette rencontre reste inoubliable et respectueuse, certaines règles sont essentielles. Tout d'abord, si vous êtes à bord d'un bateau, gardez vos distances, 15 mètres au minimum entre l'embarcation et l'animal. Et si plusieurs bateaux se trouvent sur place, un seul s'approche à la fois, tandis que les autres attendent patiemment à 150 mètres. Une fois dans l'eau, la magie opère. Mais attention, pas plus de 10 nageurs accompagnés d'un guide autour du géant. Approchez doucement, en glissant, sans éclabousser. Gardez au moins 3 à 4 mètres de distance sur les côtés. Et surtout, respectez sa queue à 3 mètres. Pas de contact. Jamais. Le requin-baleine est là pour être admiré, pas dérangé. Et bien sûr, pas de flash pour vos photos. Pas de propulseur et surtout, laissez-le libre de ses mouvements. Restez calme, détendu et laissez-vous simplement porter par la grandeur de l'instant. En respectant ces gestes simples, vous vivrez une expérience inoubliable tout en protégeant ce géant des mers, gardien silencieux des profondeurs.
Et je vous emmène au Kenya au niveau régional avec cet objet métallique tombé de l'espace et atterri dans un village. Un événement aussi rare qu'inattendu a eu lieu dans un village à l'est du Kenya où cet objet métallique pesant environ 500 kg s'est écrasé, laissant les habitants stupéfaits. L'agence spatiale kenyane donc a rapidement confirmé qu'il s'agissait d'un fragment spatial, probablement un débris provenant d'une fusée. L'objet partiellement brûlé a été découvert dans une zone rurale. Il présente la forme d'un anneau métallique. Je vous le disais au Gaza, avec l'aide humanitaire qui est compromise par l'insécurité. C'est ce qu'a déploré l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. L'agence humanitaire de l'ONU, OCHA, déplore qu'il est devenu impossible d'assurer la livraison de l'aide humanitaire à Gaza en raison de l'insécurité et du chaos sur le terrain. Pendant ce temps, les négociations indirectes se poursuivent à Doha, au Qatar. Les deux parties donc se disputent les détails d'un éventuel accord pour un cessez-le-feu dans la bande du Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.